Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la miniature, nous allons parler de Riboku et analyser ce personnage. Par contre, va falloir être à jour au moins jusqu'au tome 34. J'imagine que vous devez le savoir, mais un grand nombre de personnes détestent Riboku. Et ça pourrait paraître logique, étant donné que Riboku est considéré comme le grand méchant de Kingdom, celui qui est toujours sur le chemin de Shin, et souvent en causant la mort d'un grand homme, que ce soit Uki ou même Dukyu. Mais est-ce que la haine envers lui est justifiée? On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, posons le contexte. Comme vous devez le savoir, Riboku est un général de type stratégique. Il est membre des trois grands cieux de Zhao, et il est aussi le premier ministre de Zhao. Mais pas que, il est considéré comme étant l'un des généraux les plus dangereux de Kingdom, et rien que son palmarès de victoire peut nous laisser comprendre que c'est un très bon général. De plus, Renpa, un des anciens grands cieux de Zhao, le considère comme étant aussi dangereux que lui, voire même plus dangereux, sans compter qu'il est toujours accompagné de Uken, lui aussi un des trois grands cieux de Zhao, et considéré comme étant l'homme le plus fort de Kingdom selon les statistiques. Mais on parlera de Uken dans une autre vidéo. Donc pour faire simple, on a le général le plus dangereux tactiquement, accompagné de l'homme le plus fort de Shin constamment, ce qui fait un mélange assez dangereux. Et je vous vois venir ceux qui ont lu la coalition et qui commencent déjà à se dire que Riboku n'est pas si fort que ça, sachant qu'il a perdu alors qu'il était largement en surnombre. Eh bien, je vous en parlerai plus en détail après dans la partie spoil, donc désolé ceux qui n'ont lu que les tomes, vous ne saurez pas pourquoi Riboku est si génial. Et la cerise sur le gâteau, c'est que historiquement, Riboku est considéré comme étant l'un des 4 plus grands généraux de la période des royaumes combattants, sous le nom de Limu. Et avec Renpa ou Lianpo, Akuki de son vrai nom Baiki, et un quatrième dont je vous donnerai pas le nom pour pas être responsable de spoil. Mais après vous avoir énoncé tout son palmarès, il reste une chose à comprendre. Est-il méchant? Dans Kingdom, on suit l'histoire de Shin, qui veut être un grand général sous les cieux, c'est-à-dire qu'on suit l'unification de la Chine du point de vue de Qin. Donc pour nous, Qin sont les gentils, et les autres sont les méchants. Mais c'est pas un peu bizarre comme raisonnement? Qin envahit des pays, mais c'est eux les gentils? Quand on regarde bien les généraux de Qin, on commence à se poser des questions quand même. Akuki, qui enterre les habitants de Shuei, vivant Kanki, qui n'hésite pas à brûler et piller des villages, et surtout à torturer des innocents pour arriver à ses fins. Du coup, j'ai plus tendance à dire que Qin, c'est les méchants de l'histoire. Mais il y a un truc dans Kingdom qu'on ne doit pas oublier, c'est que l'œuvre n'est pas manichéenne. C'est-à-dire qu'il y a ni méchants, ni gentils. Certes, il y a des protagonistes, à savoir Shin et Heisei, et des antagonistes comme Riboku et Uken. Mais aucun des camps n'est bon ou mauvais. Chacun a ses propres raisons d'envahir l'autre. Et comment expliquer tous les actes de Riboku? Tout d'abord, il a fait un plan pour tuer Uki. Comme vous le savez, Riboku a organisé tout un plan colossal seulement pour tuer Uki. Il a fait croire que le gros des troupes de Zhao était éloigné, seulement pour le prendre de vitesse. Il a aussi prévu que Mubu irait directement dans le piège, par rapport au faux Uken. Et il a organisé le combat Uken contre Uki. Et même si Uki avait pu tuer Uken, il n'aurait pas pu échapper à Riboku, ce qui fait que Riboku avait tout prévu pour supprimer Uki. Et pourquoi s'acharner à ce point sur Uki? Eh bien parce que Uki est un symbole de puissance de Qin. Il est le dernier survivant des 6 grands généraux de Qin. Il était considéré comme étant l'un des plus puissants généraux de Qin. Le simple fait de voir son drapeau pouvait terroriser toute une armée, et vaincre ce dernier, c'est montrer au monde que Qin n'est pas invincible, et que au contraire, Zhao a dans ses rangs les moyens de vaincre des légendes. On n'oublie pas qu'il a vaincu Gekishin pour montrer que Zhao a les moyens de vaincre Yan, même si c'est Uken qui a tué ce dernier. Et enfin, la coalition était dans le but de stopper Qin, étant donné que pour Riboku, Qin est considéré comme étant le pays le plus dangereux, vu qu'il est le seul dans l'optique de vouloir tout conquérir. Mais pourquoi Riboku veut tant stopper Qin? Riboku est un patriote, qui est prêt à défendre Zhao par tous les moyens. Son seul objectif, c'est de défendre son peuple, quitte à être haï, et de base, il n'aime pas la guerre. On a pu voir lors de la mort d'Uki qu'il n'a pas voulu poursuivre Shin, car il savait que les soldats d'Uki allaient se battre jusqu'à la mort. Il allait donc perdre trop de soldats par rapport à ce qu'il allait gagner. Et il est aussi contre toute forme de guerre non conventionnelle, comme Kanki qui n'hésite pas à arracher des yeux par centaines sur des soldats simplement pour créer un sentiment de terreur chez l'ennemi. Ce n'est pas un homme qui dégage un sentiment de méchanceté, ni même d'hostilité. Pourtant, son aura martiale est ressentie par Shin lors de leur rencontre, pour indiquer que Riboku a beau être un stratège, il reste un guerrier avant tout. Et qui d'autre qu'un guerrier peut connaître l'horreur de la guerre et la comprendre? Et c'est pour ça qu'il la déteste. Affaiblir Qin, c'est empêcher le principal antagoniste de Zhao de se renforcer et donc d'unifier la Chine. Là où l'unification de la Chine est vue par Qin comme étant une bonne chose, les autres pays ne la voient pas comme étant bénéfique, car les vaincus devront se soumettre. Les cultures propres à chaque pays finiront par disparaître au profit de la culture dominante, celle de Qin. Et les populations seront soit inférieures à celles de Qin, soit réduites à l'esclavage, soit tuées. Donc on peut comprendre Riboku qui fait tout pour empêcher Qin de se développer et donc conquérir les autres pays. Et on en arrive à la partie spoil. Si vous n'êtes pas jour sur les scans, la vidéo reprend après, vous n'aurez le droit qu'à la conclusion. Pour les autres, vous pouvez continuer. Durant l'arc de l'invasion de Zhao, nous avons pu comprendre l'étendue de la puissance de Riboku. Et oui, on ne parle pas de la dangerosité de Zhao, mais bien de Riboku. Il tient à lui seul Zhao. Sans lui, le pays serait totalement détruit depuis longtemps. Shuei Kun lui-même a dû réaliser un grand nombre
nombre de simulations pour attaquer Zhao, et même celle avec le plus de chances de réussite reste très risquée, car son plan prend en compte le fait que le roi de Zhao soit un total enfoiré. Et oui, on peut pas parler de Riboku sans parler du grand roi de Zhao, ou la plus grande ordure de tous les temps, au choix. Ce mec a tout pour être détestable. Il est pédophile, il ne pense qu'à sa personne, car il l'a dit lui-même. Zhao pourrait brûler, tant qu'il est en sécurité, cela lui est égal. Et il met des bâtons dans les roues de son plus talentueux général. Sans compter qu'à cause de lui, Zhao a perdu Renpa. Vous vous rendez compte que Zhao avait les généraux les plus puissants? On parle de Renpa, l'homme qui pouvait rivaliser à lui seul contre Hakuki et Uki en même temps. Alors imaginez Riboku, Renpa et Uken sur le même champ de bataille, c'est totalement imbattable. Donc avec aucun soutien, Riboku arrive à tenir la défense seul, face au plus grand général de Qin, à savoir Usen. D'ailleurs, Usen lui-même considère Riboku comme étant un monstre à son égal. Connaissant Usen, il ne le dit pas gratuitement, et il a quand même réussi à anticiper les mouvements de Usen. D'ailleurs, ce fut le plus grand combat stratégique que j'ai pu voir de toute ma vie. Et c'est là qu'on a pu voir que Riboku s'améliore lui aussi. On est tellement focalisé sur Shin qu'on oublie que les autres généraux évoluent aussi. Et Riboku, lui, a évolué. Il apprend de ses erreurs, à savoir le fait qu'il soit faible au type instinctif, comme par exemple contre Dukyu, qui fut l'un des seuls hommes à avoir décrypté sa stratégie. Ou même à Sai, quand son manque d'informations lui a empêché de prévoir la venue de Yotanwa, et le fait que Heisei soit venu en personne commander ce qui lui coûta la victoire. Riboku est aussi l'un des seuls généraux connus ayant compris le type instinctif, tout comme Usen, le rendant égal à Renpa, qui est le seul général connu pouvant être instinctif et stratégique à la fois. Et encore une fois, il nous étonne en déclarant connaître la faiblesse de Kanki, ce qui est vrai connaissant Riboku. Et connaissant Kanki, on sait que c'est un génie, c'est assez difficile de trouver sa faiblesse, même si Keisha l'a trouvé aussi mais n'a pas eu le temps de la développer. Et on se rend compte dans cet arc le fardeau de Riboku, un homme qui n'aime pas la guerre, qui se retrouve comme étant le seul rempart pour son pays, devant lutter contre Qin, mais aussi son propre roi, sachant qu'il aurait pu vaincre Qin grâce au renfort de l'armée principale, mais que le roi refuse de lui envoyer car il veut garantir sa sécurité en priorité. Sans oublier que Riboku a perdu un grand nombre de généraux de son côté, comme Gyu-un, Sugaryu ou même Uken. On se rend vite compte que Riboku ne possède quasi plus aucune carte dans sa manche, à part peut-être une. Et oui, un homme si puissant qu'il a été plusieurs fois invité à devenir un des grands cieux. Je parle bien entendu de Shibashu. Et heureusement qu'il est encore là. Qin possède l'avantage d'avoir le trio, qui à lui seul a retourné totalement toute l'invasion, avec Shin qui tue Sugaryu, Gakuhei et Uken, Uon qui arrive à tuer Gyu-un, et Muten qui arrive à reprendre le commandement d'une partie de l'aile gauche, et sauve Usen en stoppant Bananji, ce qui fait que l'issue du combat risque d'être assez serrée. Si vous avez vu les spoils historiques, et là vous devez sûrement être au courant de l'identité du vainqueur, ne le dites pas dans les commentaires. Au vu des capacités stratégiques de Riboku, on peut seulement se dire que la défaite de la coalition n'est pas uniquement de sa faute. Commander une armée aussi grande et composée d'armées différentes de chaque pays est assez difficile, sachant que certains généraux n'en ont fait qu'à leur tête, ou ont même été totalement inutiles, comme Ordo contre Usen, où l'armée de Yan n'a servi à rien car elle fut totalement ridiculisée et bloquée. Ou même Karin, qui décida de ne rien faire pour sauver Kanmei, pour reprendre le commandement, ce qui a été un déclencheur de la défaite de la coalition, sans compter l'arrivée improbable de l'armée de Yotanwa. Beaucoup trop de facteurs étaient contre Riboku, même s'il avait l'avantage du nombre. Et c'est ici que se finit la partie spoil. Riboku, comme nous avons pu le montrer, n'est pas quelqu'un de mauvais, il est juste du mauvais côté de l'histoire. Il est le type de personnage qui aurait pu être largement mieux avec un roi comme Heisei, et du côté des protagonistes, sachant qu'il respecte Heisei et le considère comme un bon roi, il aurait pu être un très bon général de Qin. Et ses rencontres avec Shin ont toujours été bénéfiques pour ce dernier. Nous pouvons voir Riboku comme étant une barrière à franchir pour Shin. Il est le symbole de la puissance même, le général le plus craint de toute la Chine, mais surtout l'homme qui a vaincu ces deux modèles. Surtout que même Shin va finir par comprendre que Riboku n'a aucune haine envers lui. Il est juste un homme qui essaye tant bien que mal de défendre son pays, quitte à être détesté par le lecteur. Et c'est ce que Hara va nous faire comprendre, il le dit lui-même dans une interview. Il est assez triste de voir que les lecteurs de Kingdom préfèrent Uki à Riboku, et finissent même par détester Riboku à cause d'Uki. Et en voyant tout le travail autour de Riboku, on finit par se rendre compte qu'il est lui aussi un acteur majeur de Kingdom, et que chacune de ses actions influence directement le projet d'unification de la Chine, mais surtout, chacune de ses actions influence le lecteur, car on arrive à détester un personnage qui ne fait ça que pour défendre son pays. Il est si bien fait qu'on arrive à détester un bon personnage. Mais moi je l'adore ce personnage, et je n'ai pas envie qu'on le déteste. D'ailleurs j'espère que vous allez l'apprécier au bout d'un moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, et j'essaierai de faire une vidéo de ce même style sur Uken, ou d'autres personnages si vous en avez à me conseiller. Sur ce, ciao!